que c'est visible pour ceux du fond? C'est bon? Du coup, Damien a déjà fait l'introduction. Donc, effectivement, l'année dernière, dans le cadre de mon M2, j'ai fait un mémoire sur les business models en open source, ce qui m'a amené à rencontrer plusieurs entreprises qui sont plus ou moins locales pour échanger autour de leur fonctionnement, etc. Pour voir s'il y avait un modèle, un business model qui était plus fonctionnel que les autres. Et essayer de comprendre un peu comment on pouvait organiser de la génération de profit tout en respectant les valeurs de l'open source. Donc très rapidement au niveau des valeurs, je passe rapidement dessus parce qu'on les connaît, mais l'open source est régi par plusieurs valeurs. Donc les 4 libertés fondamentales de Stallman qui reprennent la partie, je dirais, logiciel libre et complétée par direct de l'OSI sur qui encadre du coup la partie plus open source. Très rapidement, je ne rentrerai pas dans le débat logiciel libre, logiciel open source, il y en a qui ont fait des très bons mémoires dessus. Et l'idée, c'est pas de débattre et de s'entretuer sur qu'est-ce qui est le mieux et qu'est-ce qui dénature les valeurs. Et donc, l'open source est construit autour de valeurs fortes, tout ce qui va être partage de connaissances, pour ceux qui l'ont peut-être lu, l'essai de Raymond sur le Grand Bazar. Le Grand Bazar, c'est l'idée que l'open source se construit comme un grand bazar, avec de la collaboration, avec une organisation plutôt horizontale, qui va donner un peu une profusion d'idées, une effusion d'idées, et qui va donner du coup au bout un produit. À la différence d'une construction plutôt cathédrale, on va poser des bases qui sont stables et on va commencer à empiler, ce qui fait qu'on est bien moins agile, pas au terme de l'agilité de projet, mais plutôt au terme de la construction de ce qu'on veut faire et de comment on y arrive. On va retrouver tout ce qui va être transparence, je partage mon code, je le mets à disposition des utilisateurs. On va retrouver tout ce qui va être fiabilité, flexibilité, innovation, puisqu'on a quand même un pool de contributeurs suivant les produits qui est assez important. On va retrouver l'innovation justement parce que ce sont des produits qui vont évoluer dans le temps, qui vont continuer à évoluer en permanence. On va retrouver la liberté et l'indépendance. On n'est pas rattaché à un éditeur, on n'est pas sur du vendor locking. Et on va retrouver toute la partie pérennité qu'on aborde souvent dans toute la partie sobriété numérique, avec l'idée que l'open source, justement, c'est l'idée de pouvoir continuer à utiliser un logiciel sans que ça mette la machine en PLS derrière et d'avoir quelque chose du coup qui va pouvoir durer dans le temps, à la différence de beaucoup de logiciels ou d'OS éditeurs, enfin propriétaires, où on voit très vite les limites. Du coup, toujours sur les valeurs, on va aborder une partie plutôt théorique. C'est un peu la partie super fun pour commencer le matin. Il y aura toutes mes sources à la fin. Il y en a beaucoup. Donc, si vous avez des questions sur les sources, vous pouvez venir, on peut en échanger après pendant la pause. Il y a beaucoup de données. Très rapidement, sur la partie entreprise, il y a des auteurs qui ont fait la distinction entre une entreprise classique et une entreprise hybride. Une entreprise classique, je crée un produit, peu importe ce que je fais, que ce soit dans le logiciel, pas dans le logiciel, que je sois un industriel. Je crée mon produit, j'ai la main dessus, je connais la recette de fabrication, je la garde secrètement puisque c'est mon élément différentiel, c'est mon élément qui va permettre de me différencier par rapport à la concurrence et donc d'avoir potentiellement un avantage concurrentiel. Et puis, on a des entreprises qui se placent un peu entre les deux, qui sont sur un mode plutôt hybride, avec l'idée de, quand même, je génère du profit, je suis une entreprise, je ne suis pas une association, mais en même temps, je vais me situer entre la partie marchande, donc je génère du profit, et la partie non lucrative, c'est-à-dire j'ai quand même une mission à caractère social, donc on va retrouver les valeurs. Ça peut être l'économie solidaire, ça peut être l'open source, par exemple, avec l'idée de mettre à disposition un logiciel au plus grand nombre, l'idée de partager de la connaissance. Donc on a quand même une idée de répondre à des enjeux sociaux. Ça peut être l'inclusion, ça peut être l'accessibilité, etc. Donc on va retrouver vraiment ces deux modèles qui sont bien séparés. Et du coup, quand on fait ce choix-là d'un modèle plutôt hybride, on n'est pas là pour générer du profit façon des milliards, sinon on ne ferait pas ce métier-là. On va avoir une croissance qui va être plutôt organique, donc plutôt lente. Je ne dis pas que c'est impossible de s'enrichir, mais en tout cas, on va avoir une croissance qui va être plutôt organique et qui va prendre du temps. Pour autant, on n'est pas sur une entreprise à caractère social. C'est bien la différence.
c'est que quand même, l'idée, c'est d'avoir une entreprise qui est viable, parce qu'il y a des salaires à payer, il y a des gens qui en vivent. Mais on n'est pas dans une idée de croissance illimitée, sans fin, où l'idée c'est d'emmagasiner un maximum de richesse très, très, très vite, etc. L'idée c'est d'avoir une croissance qui va se faire en respectant du coup les valeurs, les principes qu'on avait au départ, et tout en respectant aussi du coup c'est un petit peu cette idée de mission à caractère social. Donc au final on a l'open source qui peut se traduire comme un bien commun, quelque chose qu'on va mettre à disposition de tout le monde. On va aussi avoir une petite, on va aussi se construire autour de valeurs fortes qui se distinguent aussi des entreprises plutôt classiques. C'est qu'on va avoir une relation avec les partenaires qui va être sur une approche plutôt collaborative. Et quand je dis partenaire, c'est partenaire au sens large. Ce n'est pas que le partenaire qui vous fournit la partie, je dirais, réseau, qui vous fournit la partie DPO, etc. Ça va être vraiment l'idée d'avoir une approche collaborative au sens communautaire aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas dans les entreprises bien plus classiques, où on a une relation fournisseur, où j'ai besoin de certaines choses, je paye, et voilà. Là, on va vraiment être dans cette idée de collaboration, et on retrouve encore une fois ce grand bazar, où on est sur une relation plutôt horizontale, où on échange, on collabore pour avoir quelque chose de commun au final. Et puis, à la différence toujours d'une entreprise classique, comme je disais, sur l'open source, on va partager le code, et du moment où on partage le code, on n'a plus l'exclusivité de l'innovation, c'est-à-dire que je partage mon avantage concurrentiel parfois. Et sur cette approche-là, du coup, j'ai plus, comme pourrait l'être sur une entreprise classique, j'ai plus mon avantage qui me sépare des autres et qui me crée une tour d'ivoire où personne n'y a accès, il n'y a que moi qui gère ce que je sais faire. Du coup, ce qui amène à réfléchir sur le positionnement. Comment on se positionne tout en respectant les valeurs, en se disant, bon, on a les principes, ok, on voit que je ne suis pas une entreprise commune, je ne suis pas du moins classique. Ok, mais du coup, comment je me positionne? Parce qu'il faut que je respecte les valeurs, il faut respecter les règles, il faut respecter, puis aussi, donc, comme je disais, le fait que je ne génère pas du profit parce que je partage potentiellement mon avantage concurrentiel. Et du coup, là, ça va être plus compliqué. Parce qu'on va avoir plusieurs argumentaires qui vont se faire, et ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer dans les entreprises que j'ai interrogées, c'est qu'on a un argumentaire qui va se construire autour de l'open source. J'ai des gens qui étaient convaincus par l'open source du moment où ils ont monté leur boîte. La question, elle ne se pose pas. L'open source, c'est un bien commun. Je fais ça. Changer de modèle, changer de licence, ce n'est pas une question. Je pousse en respectant les valeurs fondamentales, en respectant les règles de l'OSI, etc. Pour d'autres, il y a eu un peu moins attaché à l'open source. On se dit pourquoi pas l'open source, on se lance, on voit ce que ça donne, on voit si ça marche, ça fait grandir le produit plus rapidement. L'open source, ça peut devenir un argumentaire commercial. Je touche un marché qui n'est pas forcément dans les faits, je ne suis pas plus attachée à ce marché-là, mais il y a un marché qui s'ouvre devant moi, ils sont sensibles à cette question, j'y vais. Par contre, ce qui s'est avéré dans ces cas-là, c'est que c'est bien plus facile de prendre des distances et de se dire, ça marche bien, peut-être changer de modèle, peut-être fermer un peu de fonctionnalités, pas toutes, mais en fermer certaines, puis les gens, s'ils veulent des fonctionnalités, ils les achèteront. Puis sinon, de dire, en fait, moi, je ferme le cœur, puis voilà, les gens, ils payent ma licence. Ouais, on s'éloigne petit à petit de l'open source. Et donc, on voit, pour moi, il y a vraiment une notion de verre dans la pomme, c'est-à-dire que c'est la première étape en se disant, très bien, je n'étais pas attaché de toute façon, donc je peux prendre du recul par rapport à ces règles, parce que de toute façon, ce n'était pas pour ça que j'étais là au départ. On va avoir des gens aussi qui vont se dire, bon, l'open source, c'est bien, mais en fait, c'est plus que ça match avec mes valeurs de base. Et donc, j'ai choisi ce modèle-là par rapport aux valeurs que j'avais au départ dans mon entreprise. Au final, sur tous les entretiens que j'ai pu faire, c'est propre à chaque entreprise. Il y a des gens qui se sont dit, est-ce que l'open source, ça marche? Est-ce qu'il y a des boîtes qui ont survécu quelques années en faisant de l'open source? Ok, ça marche, j'y vais aussi. Donc du coup, c'est vraiment cet argumentaire, ce positionnement, il se construit, il est vraiment propre à chaque entreprise, à chaque identité, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Parce que même si là, c'est entre guillemets un peu restrictif en disant, il y a des valeurs, il y a ci, il y a ça, en fait, en interrogeant des personnes, les raisonnements qui ont mené à l'open source, le panel de réponses est assez large. Et c'est vraiment, je dirais plus que de la donnée, c'est des valeurs ça. En fait, c'est toute une construction, c'est toute une réflexion qu'il y a derrière.
Et puis, ben, on a aussi la notion de ça dépend du type de client. Alors ça, je n'étais pas prête à celle-là. Ben, en fait, moi, mes clients, moi j'aime bien l'open source, mais moi, mes clients, ils s'en fichent. Ils veulent une solution qui marche. Et on retrouve un peu, ben, encore une fois, la notion dans la pomme. S'ils s'en fichent de l'open source et s'ils s'en fichent de payer plus cher, je fais double licence. D'un côté, je mets toutes mes fonctionnalités pour mes clients qui payent, puis de l'autre côté, j'ai une version communautaire, et puis les gens, ils tâtonnent avec, ils servent des 3-4 fonctionnalités parce qu'ils n'ont pas besoin, c'est pas des grosses boîtes, donc ils n'ont pas besoin de tout. Peut-être qu'ils ont besoin de pouvoir gérer leurs agendas eux aussi, fonction primaire. Donc du coup, pour le positionnement, comme je vous dis, ça dépend des entreprises, ça dépend des histoires des entreprises, et ça dépend aussi du sens qu'on met derrière ce qu'on fait. Alors, moi je rappelle juste un truc, c'est que quand on fait de l'open source, il y a comme une notion de contrat moral, c'est-à-dire qu'il y a un accord tacite entre l'utilisateur final et l'éditeur. Petite définition de l'éthique. L'éthique, c'est quoi? C'est le devoir qu'on a envers soi-même et envers autrui, mais qui ne sont pas dictés par des lois. Ça, c'est important, parce que ça a juste écho à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'attachement aux valeurs de l'open source. Il y a aussi une notion d'éthique. Et donc, l'idée du contrat moral, c'est qu'on a un bien commun, pour qu'il dure, il y a des règles à respecter, il y a un accord tacite, vous contribuez de façon financière, vous remontez des bugs, etc. Et puis nous, on continue à développer un produit qui fonctionne, qui vous sert, etc. Alors, la question financière, elle n'arrive pas forcément en premier. Et du coup, on peut se dire, mais ok, mais en fait, moi, je ne vais jamais y gagner au fond. Il y a des gens qui vont me remonter des bugs, au pire des cas, ils se serviront de la solution gratuitement. Et puis, ben, c'est cool, mais moi, derrière, ben, j'ai une boîte à faire tourner, j'ai des gens à faire vivre, j'ai des équipes qui travaillent sur le produit et que ben, tout travail mérite salaire. Et donc, du coup, ben, on se dit, ok, mais si je ne gagne pas tout le temps de l'argent, ben, si je ne suis pas sûr d'en gagner parce que en fait, les gens n'ont aucune raison de payer dans les faits, puisque tout est gratuit. Ben, du coup, on va retrouver mon verre dans la pomme et puis certaines entreprises qui commencent à glisser. Bon, bah, du coup, de toute façon, c'est utilisé par des grandes boîtes qui ne me reversent rien, mais elles se servent très très bien de ce que je fais. Je ferme le code. C'est pas grave. Elles se servent. De toute façon, moi, je suis perdant. Ou alors, je ferme une partie du code et je passe à l'open core. Comme ça, bah, en fait, elles se servent, mais moi, je suis gagnant, même si elles se servent. Du coup, la tentation, elle est toujours. Enfin, ce qui est entendable, hein, je ne suis pas là pour juger de ce qui est bien ou pas bien. Mais en tout cas, c'est toujours entendable de se dire, bah, en fait, je suis perdant au bout d'un moment. La question, c'est à quel moment on considère qu'on est perdant. On a fait un choix, on a fait un choix initial de l'open source. À quel moment on considère qu'il faut faire des milliards pour être bien? Est-ce que ces milliards, je vais les réinjecter en RD? Est-ce que c'est juste pour me dire, j'aurai une super voiture et une super maison au bord de la plage? C'est pas très bien au bord de la plage, l'eau elle monte. Mais un autre sujet. Donc du coup, toutes ces questions-là, tous ces choix de positionnement et toutes ces tentations qui sont entendables pour certains, ben, on arrive quand même à un bout d'un moment à tuer l'open source dans ses valeurs les plus fondamentales. Et ça veut dire que tout ce qui risque de se passer, c'est soit on va perdre l'open source en faisant ça, soit à force de dire, ben, en fait, je mets que des fonctionnalités qui sont payantes, mais vous allez voir, mon logiciel, vous pouvez le tester, il y a le code en ligne. En fait, du coup, je propose juste une vitrine de démonstration, et donc l'open source, ça veut dire que ça sert juste à faire de la démo. Et je ne suis pas sûre que là, on soit encore en lien avec ce qu'on faisait initialement. Bon, tout ouvert, tout fermé, bah, du coup, hein, c'est pas binaire. Il y a plein de solutions possibles. On peut se dire, bah, je ferme le cœur, j'ouvre des fonctionnalités, ok, mais en fait, Bitwarden, c'est ce qu'ils ont fait, et puis Bitwarden, ils se sont dit, bah, en fait, on rétro-ingénieur le code, et puis on récupère le cœur et on refait un produit. On peut se dire, bah, je ferme certaines fonctionnalités, donc l'open core, on va retrouver le fait de faire l'open source, donc comme mon code il est en ligne, en tous les cas, on ne met jamais tout en ligne. Il y a des choses qui restent, je dirais, dans le domaine du propriétaire de l'éditeur, c'est-à-dire, bah, on ne va pas tout mettre tous nos secrets de fabrication. Le code, il faut quand même savoir le compiler. Donc, il y a quand même une notion de devoir faire un petit effort pour qui voudrait tout récupérer. Et puis, ben, comme je disais, on peut varier les licences en fonction du public, des usages qui sont faits. Du coup, ben, concrètement, comment, en respectant tout ça, en marchant sur des œufs, ben, comment j'arrive à générer du profit dans une entreprise?
qui est éditeur d'open source. Il y a plusieurs fonctionnements. On va retrouver tout ce qui est fondation sur des dons. On va retrouver donc les modèles de double licence. Notre fameux Open Core, le modèle qui est plutôt SaaS, où on va essayer d'intervenir le moins possible et de mettre à disposition une solution complète. Et puis le modèle professionnel classique, c'est-à-dire que c'est le modèle qui est le plus développé. On fait de la prestation de service autour de ce qu'on sait faire. On fait de la formation, on va faire du support entre guillemets premium avec des SLA. On va faire du développement sur mesure pour des fonctionnalités qui sont un peu spécifiques métiers. Et donc, dans l'open source, ce qu'on va voir, c'est que la valeur, dans le modèle plutôt classique, c'est que la valeur, elle ne réside pas que dans le produit. La valeur, on va la retrouver dans les personnes qui travaillent. C'est la matière grise, c'est ces personnes-là qui génèrent la valeur au final du produit de l'entreprise. C'est leur connaissance, c'est leurs compétences, c'est leur savoir-faire. Et donc, on va voir que la valeur, elle vient autour du service qui est proposé, enfin du service qui est proposé autour du logiciel. Donc, le modèle classique, c'est ce que je vous disais, on va retrouver tout ce qui va être abonnement, support forfaitaire, maintenance, etc. Les partenariats avec les intégrateurs. C'est fini la partie théorique, c'est pour ça que ça va plus vite. Et du coup, en dehors de la théorie, concrètement, sur les entreprises que j'ai pu interroger, on va retrouver plusieurs solutions. On va retrouver tout ce qui va être abonnement récurrent. L'idée, c'est de plus j'augmente mon MRR, donc mon revenu récurrent, plus en début d'année, je sais où j'en suis dans ma compta. Et le but, c'est d'augmenter ces abonnements-là pour qu'au final, le travail qui soit fait derrière, il soit plus orienté sur la partie, je dirais, j'améliore mon produit, mais en début d'année, je sais où j'en suis. Donc, c'est une sécurité, je sais déjà où je vais pouvoir mettre mes efforts. On va avoir tout ce qui va être classique, formation, support, donc comme je disais, le modèle très classique. On va avoir tout ce qui va être partie extension payante interconnectée, donc c'est-à-dire que moi j'ai mon produit, mais en fait je vois bien qu'il soit connecté avec ce logiciel-là parce que c'est un logiciel métier que j'utilise. Ok, nous on va créer les interconnexions. C'est pas notre produit en face, c'est votre produit métier, mais on va faire en sorte que vous puissiez l'intégrer. Par exemple, si on propose un ERP, vous puissiez l'intégrer à ce qu'on fait nous. On va avoir tout ce qui va être licence, entre guillemets, en fonction du nombre d'utilisateurs. Donc, je paye les utilisateurs, j'ai 10, 20, 30 utilisateurs, c'est tant d'euros par utilisateur. On va avoir les différentes versions, comme je disais, donc tout ce qui va être entreprise, version communautaire. On va avoir l'Open Roadmap, qui est un système assez chouette. C'est-à-dire que je mets ma roadmap en public. Voilà, je dis tout ce que je vais faire dans l'année. Il y a un panel de choses. Et puis, mes clients, ils vont acheter des points. C'est un modèle qui existe. Ils vont acheter des points, ils vont acheter des jetons, un nombre de jetons, et ils vont venir les positionner sur les features qui les intéressent pour les prioriser. Donc, c'est-à-dire que ça peut créer du lobby avec mes clients, c'est-à-dire que moi, je veux telle fonctionnalité, moi aussi. Les autres, ils veulent celle-là, mais nous, on est plus nombreux, on a plus de jetons. Hop, on met tous nos jetons sur cette fonctionnalité-là, ça sera la première qui sortira. Pour l'éditeur, ça ne change rien, il sait qu'il va la sortir. La seule question, c'est quand est-ce qu'il la sort. Et puis, on va voir tout ce qui va être, c'est un peu les modes bundle. Si on a des produits qui sont complémentaires ou qu'on peut rendre complémentaires, ça va être de les vendre ensemble. Du coup, on va avoir deux produits qui vont être tirés en même temps. Avec, par exemple, un cas je propose une solution de virtualisation et je propose un orchestrateur de machines virtuelles. Hop, je les vends ensemble. Peut-être que les gens, ils n'ont rien à faire pour orchestrer leur machine, mais en attendant, ils peuvent le faire. Et vu que le produit d'appel, c'est ma gestion, c'est ma partie, ma VM, je vais vendre les deux. Et du coup, mes deux produits vont partir en même temps, ils vont se vendre en même temps. Alors, c'est pas hyper visible. C'est très rapidement, c'est les résultats du CNLL sur les freins à l'open source. Alors, pour ceux qui ne voient pas, les premières choses qui remontent, c'est le besoin élevé de formation ou d'initiation, le manque de spécialistes open source, le manque d'offres de formation. On va avoir toute la partie faible stabilité, forte propension aux erreurs, le manque de certifs, et puis un petit peu plein de choses différentes. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, pour conclure, il n'y a pas un seul business model, ça on l'a vu. On a un attachement, il y a des questions d'attachement et d'importance qui sont confiées aux valeurs et en valeurs et au principe de l'open source. Il y a la question de la typologie de client ou d'attachement, donc on y revient encore. En fait, on va prendre des libertés en fonction de là où
comment on veut s'organiser et quelle liberté on souhaite prendre. Et donc l'idée, par rapport à ce que je vous ai montré avant, c'est qu'en fait, il y a plein d'idées dedans de ce qu'on pourrait faire. Donc ça veut dire que pour votre business model, une des solutions, c'est d'être créatif, mais en même temps d'être pragmatique. Où sont les besoins? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens freinent à l'adoption d'open source? Et comme par exemple l'Open Roadmap, en fait, il va falloir trouver des idées, plus que de se dire on ferme, on ouvre, etc. Et en fait, il y a plein de solutions. Et le plus important, ça va être d'être honnête envers vous et d'être honnête envers votre communauté, parce que la communauté, c'est une partie prenante. Parfois, elles sont militantes et parfois, elles font du bruit. Et ça génère des forks. Quand on n'est plus en accord, ça génère des nouveaux produits. Des fois, ça génère des morts de boîte parce qu'en fait, il n'y a plus personne qui suit parce qu'il y a eu trop de désaccords sur la façon de faire. Donc voilà pour la présentation. Et puis, si vous voulez des sources, il y en a plein. Voilà. J'ai pris plus de... J'ai une remarque par rapport à ce que tu as dit sur la fin. Le fork, moi, c'est donc en tant que. Enfin, Algo, on a plusieurs activités. Et on a l'activité d'éditeur de logiciels avec Tracim, et on a une activité de fournisseur de services avec Galay. Et c'est vraiment des enjeux différents par rapport au modèle économique. Je trouve que ça illustre bien. Avec Tracim, depuis le début, je vois toutes les solutions libres qui sont poussées par les entreprises et puis qui se ferment petit à petit ou qui se ferment brutalement, et du coup, il y a des communautés qui réagissent et qui tuent le produit. Nextcloud, OnCloud, par exemple, c'est un super exemple de qui connaît OnCloud aujourd'hui. Plus personne, enfin, bon, il y en a. D'un point de vue économique, c'est vraiment Nextcloud qui a tué OnCloud en termes de visibilité et de part de marché. Et Nextcloud, c'est une entreprise, mais ils ont fait le pari d'embarquer la communauté en restant complètement open source. Et ça a été le bon pari. Il y a des sujets techniques avec Redis, etc., ou Elasticsearch que vous connaissez sûrement. Et donc moi, avec Tracim, j'ai cette épée de Damoclès en tête en me disant, je ne peux pas faire n'importe quoi à partir du moment où il y a une communauté. Le fork, c'est un sujet qui existe, et le code source, ça permet de le faire. Alors, il y a besoin de compétences, etc. Mais des gens compétents dans le logiciel libre, il y en a tout un paquet. Et j'ai pas du tout la même appréhension avec Galae, parce que finalement, ce qu'on vend avec Galae, c'est plutôt, on n'est pas éditeur de logiciel, on est éditeur d'un service. Et le mail, tout le monde peut faire de l'auto-hébergement. La stack qu'on utilise, elle est open source. Il y a des stacks prêtes à l'emploi qui sont disponibles avec différentes fonctionnalités, mais qui sont toutes faciles à mettre en place, y compris quand on n'est pas spécialiste du mail. Mais l'enjeu sur le mail, il n'est pas est-ce qu'on a les bonnes fonctionnalités. L'enjeu, il est quelle est la délivrabilité de mes mails, comment on gère le spam, etc. Et ça, en fait, c'est pas le logiciel lui-même qui fait le truc, c'est toute l'expertise qu'on acquiert autour et la réputation qui se constitue progressivement au niveau de l'infrastructure. Et donc, il n'y a pas tant d'inquiétude sur ce modèle parce que on ne peut pas du jour au lendemain monter une infra avec 50 ou 200 serveurs et dire c'est bon, on est réputé. Et du coup, les gens sont moins enclins à forquer un service, entre guillemets. Et puis, il y a la crainte de la migration des mails. J'avais pas imaginé ça au moment de lancer Galet. Mais psychologiquement, c'est compliqué de migrer ces mails. Techniquement, ça se fait bien.
mais psychologiquement c'est compliqué. Donc il n'y a pas le même risque de perte d'activité qu'avec des logiciels qu'on peut installer, déployer chez soi pour travailler soit en interne, soit intégré dans des groupes. Voilà, c'est juste une partage d'expérience. Moi, j'aimerais bien revenir sur vos deux interventions sur les points d'avantage concurrentiel d'une société. Tu as plutôt parlé du fait des logiciels étant l'avantage concurrentiel. Je ne suis pas totalement d'accord. Dans le monde open source, ce n'est pas le logiciel en lui-même l'avantage concurrentiel. C'est parce que ça, c'est disponible pour tout le monde. C'est plus, ça dépend de ton modèle, mais c'est plus savoir configurer, savoir utiliser, savoir former les gens, savoir livrer l'expérience utilisateur, plus que le logiciel lui-même. Le logiciel lui-même, c'est le marteau. Oui, c'est exactement du coup ce qui était dit. Voilà, c'est plus l'avantage concurrentiel et ailleurs. C'est comme on dit dans le monde des startups, il y a des centaines de startups qui font la même chose, mais c'est pas l'idée technique qui gagne, c'est l'opérationnel, c'est la manière de vraiment livrer le service utilisable. C'est là qui va gagner. C'est la même chose dans le monde. J'ai un autre sujet, si tu veux réagir. Je rebondis là-dessus, c'est même ce qui fait la réussite sur Tracim, par exemple. On a des clients qui sont venus chercher le logiciel en mode SaaS, et donc ils achètent un abonnement, ils veulent utiliser le logiciel. Et il y en a qui cherchent de l'accompagnement pour mettre en place des pratiques collaboratives, etc. Et en fait, c'est même ces clients-là qui sont le plus intéressant pour nous et qui ont le plus de satisfaction sur l'utilisation du logiciel, parce qu'ils apprennent à l'utiliser et ils montent en compétence sur l'utilisation de l'outil. Et alors que les premiers, ils prennent un outil, ils prennent un marteau, comme tu dis, et s'ils ne savent pas l'utiliser, ils ne savent pas l'utiliser. À la fin, ils disent que le marteau, c'est pas très pratique pour couper des planches, mais ouais, en fait, c'est pas fait pour ça. Économiquement, c'est vraiment important d'avoir ce travail de réalisation et de prestation autour du logiciel, parce que c'est ça qui crée des utilisateurs satisfaits et du coup qui pérennise le modèle économique. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit sur les gens qu'on a accompagnés et l'attachement qui se fait derrière, tant au produit qu'au service qui est proposé. C'est ces gens qui ont bénéficié de cet accompagnement-là. On a pris le temps de les faire monter en compétences, mais aussi d'accompagner au changement. On peut avoir la meilleure solution de la Terre. Si derrière, il n'y a pas de volonté réelle de passer sur cet outil-là et les moyens qui sont mis en place, ça ne changera rien, il ne sera pas plus adopté. Donc on voit vraiment la distinction sur les clients qui ont fait le choix d'être accompagnés, ceux qu'on ne croise pas. Ils nous disent au fait j'utilise, mais il manque ça. Et en fait, quand on parle un petit peu, en fait, c'est juste qu'il manque une couche de formation ou une couche d'explication pour que ça fonctionne. Oui, j'ai une question. Moi, je voulais revenir sur l'Open Roadmap que tu as cité, parce que c'est un truc super intéressant. C'est une question qu'on se pose, nous, pour aussi faire la même chose. Donc, je veux savoir qui est-ce que tu as interrogé, qui le met en place, est-ce que ça marche? On en parle dans quelques années. Non, le mémoire, en fait, est, pour certaines boîtes, ils ont voulu qu'il soit confidentiel. D'accord. Donc c'est pour ça que je ne vous présente pas le nom des boîtes que j'ai rencontrées. Et en particulier, cette boîte-là qui a fait le choix de ne pas en parler. Je peux faire des pistes, elle est sur Grenoble. Mais non. Okay. Elle fait de l'open source. Voilà, ça réduit déjà beaucoup. Et ils en parlent ouvertement sur leur site. D'accord, alors, mais sans parler de la personne. Ça marche. Et ça marche. Voilà, ça marche. Ouais, ça marche. Mais du coup, les clients est-ce que c'est public qui a acheté des jetons et qui a mis des jetons sur. Alors oui. Je vois des soucis de confidentialité avec certains clients. En fait, ce qu'ils font, c'est que leur roadmap, ils la décident en interne, côté produit.
ils proposent un gros lot de fonctionnalités et après ils viennent échanger avec leurs clients, avec un pool de gros clients sur ces fonctionnalités-là. Et une fois qu'ils ont fait une première passe en disant effectivement c'est des fonctionnalités que nous on attend, ils sortent la première roadmap qui est ouverte. Et donc là, il y a déjà une partie des clients qui se connaissent en fait. Et après, ils vont venir se positionner sur la roadmap. Mais là, à ce moment-là, une fois qu'ils positionnent leur pion, sauf contact off, il n'y a pas je dirais, d'échange au moment de positionner ses pions sur quelle fonctionnalité. Il n'y a pas un moment où tout le monde se met autour de la table? Non. D'accord. Non, c'est vraiment. Je crois qu'ils ont automatisé le truc en plus. Je crois que ça peut passer directement via leur site. J'achète des pions, je paye mes pions et puis après je les positionne directement sur la roadmap qui est ouverte avec les fonctionnalités qui ont été choisies par des clients. Et avec les pions, il y a un autre service qui est fourni? Ils ont accès? Non. Ils achètent vraiment de la fonctionnalité? Ils achètent de la. Même plus qu'ils achètent de la fonctionnalité, ils achètent de la priorisation de fonctionnalité. Ouais, en plus, C'est une vente aux enchères sur la priorité des. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et effectivement, ils ont des bons résultats et ça leur permet. Alors, c'est pas leur cœur de métier, hein, ils arrivent quand même à vendre leurs produits. Mais effectivement, c'est un complément qui arrive et qui permet aussi d'avoir des clients qui sont satisfaits parce que le client qui veut vraiment sa fonctionnalité, quand on lui dit en fait, elle arrivera premier semestre, deuxième semestre, des fois, ils ne sont pas satisfaits. Et là, ça leur donne les moyens de pousser. Et puis, nous, en fait, s'il y a de la. Enfin, ça se fait. Choisir une fonctionnalité au profit d'une autre, ça se fait au détriment de quelqu'un qui attendait peut-être la première fonctionnalité du semestre 1. En fait, du coup, il y a une compensation entre guillemets financière qui se fait. Et puis, il y a un jeu derrière si je suis vraiment pressé, je remets plus d'argent, je remets plus de pions, etc. Ou je vais voir telle boîte en disant on est client, je vois bien telle fonctionnalité aussi. Et voilà. Donc, il y a vraiment un jeu derrière. Oui, c'est pas un prix fixe pour obtenir la fonctionnalité, il faut enchère plus que l'autre. C'est ça. C'est un jeu d'enchères sur la priorisation. On peut mettre beaucoup d'argent et puis par exemple. Ouais. Mais la boîte, elle est contente du coup. Après, voilà, ils sont pas sur le lot de jetons, c'est pas des sommes astronomiques non plus. Ouais, je pense qu'ils sont restés, ils sont restés à une échelle qui est entendable pour des grosses boîtes. Ils ont principalement des grosses boîtes en clients. Et donc, du coup, ça permet de jouer sur ça. Et sachant aussi que les clients, ils sont quand même garantis d'avoir les fonctionnalités. Dans tous les cas, non. Roadmap, c'est juste c'est pour accélérer, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, je priorise telle fonctionnalité et je vais payer pour la prioriser pour être sûr qu'elle arrive. Parce que moi, j'en ai vraiment besoin, donc je vais payer pour qu'elle soit vraiment là rapidement. Et typiquement, les fonctionnalités dont personne ne veut payer, comment dire, refactoring, elles sortiront quand même, mais je pense que sur leurs clients, c'est pas ce qu'ils vont mettre en avant. Je pense qu'ils sont plus sur de l'effet waouh, donc sur l'effet fonctionnel. Il peut y avoir l'effet pervers que qu'elle va enchérir sur des trucs, en fait, au final, on n'a pas trop envie, nous, de pousser ça, mais. C'est pour ça que je dis, il faut quand même un premier choix de fonctionnalité. Ouais. Et après, il y a une deuxième sélection avec les clients, et puis après, il y a l'open roadmap. C'est pour ça que dans tous les cas, en fait, dans les faits, le client, il n'a pas la main sur le produit. Il a peut-être l'impression de l'avoir, mais c'est bien l'éditeur qui emmène son produit où il veut pour pas avoir une espèce de patchwork de fonctionnalités qui ne correspondent plus à rien et un produit qui ne correspond plus à rien. Donc au final, l'éditeur, il garde toujours la main sur le produit, il sait où il va, et après, c'est juste une question de est-ce que ça vous intéresse? Ok, donc ça vous intéresse, donc on la fait rentrer dans la première roadmap, et puis après, on va voir qui veut spéculer dessus pour pouvoir l'avoir rapidement. Est-ce que si une fonctionnalité n'a pas beaucoup de sponsoring, on va dire que justement les clients ne sont pas très intéressés, est-ce que ça pousse entre guillemets la société à changer sa politique et dire tiens, peut-être je ne vais pas orienter mon produit malgré tout comme je le pense, puisque justement ça a un effet un peu tiens, c'est rejeté par les clients. Alors, moi, de ce que j'ai compris dans les échanges que j'ai eu avec la personne, c'est que dans tous les cas, les fonctionnalités qui rentrent à l'open roadmap, elles sortiront, même si elles sont peu soutenues. Après, est-ce qu'ils revoient derrière leur politique en se disant celle-là, visiblement, dans nos clients, il n'y a personne qui est prêt à spéculer pour l'avoir? Est-ce qu'ils revoient leur roadmap en disant celle-là, on la met sous le tapis, puis on la ressortira plus tard pour voir si soit il y a un réel besoin ou si c'est pas du tout un besoin, on la raye? Ça, pour le coup, j'aurais pas l'info. Mais ça mériterait effectivement de rééchanger avec les personnes pour savoir un peu plus. Tu as parlé du risque concurrentiel
autour de l'ouverture du code qui amène du coup certaines entreprises à opter pour des modèles qui ne sont plus du logiciel libre en fait. Mais alors, ça s'applique que à des logiciels libres qui sont suffisamment matures, mais l'ouverture du code peut être aussi une opportunité pour plusieurs entreprises de construire une concurrence saine ensemble sur le même logiciel. Et donc, voilà, je pense que c'est dans ce que tu présentes, en fait, c'est beaucoup une entreprise éditeur d'un logiciel et du coup, comment je gagne de l'argent et je finance l'édition de ce logiciel. Mais il y a quelques logiciels libres qui sont suffisamment matures pour avoir pas une entreprise, mais une constellation d'entreprises qui proposent chacune à leur endroit du service, du développement, de la formation, du conseil sur ce logiciel. Et il y a quelques modèles qui fonctionnent quand même. Alors oui, hein, y a pas, le tableau n'est pas tout noir, hein, bien entendu. Là, effectivement, c'était vraiment sur la recherche qui a été faite, c'est vraiment sur la posture d'éditeur. C'est pour ça que ça n'ouvre pas sur d'autres fonctionnements qui seraient effectivement soit, je pense à Dolipar par exemple, typique, où en fait, c'est un produit qui est porté par plusieurs boîtes, puis plusieurs personnes qui font des fonctionnalités autour de la boîte et qui font potentiellement partie d'aucune des boîtes. Typiques, effectivement, ils sont plus montés en groupement du coup de contributeurs et d'entreprises qui portent un produit. Et effectivement, pour en avoir beaucoup parlé avec Philippe, c'est un fonctionnement où ils ont eux-mêmes à l'intérieur, même si c'est un produit qui porte à plusieurs, ils ont chacun pris une posture un peu d'éditeur, malgré tout, pour réussir à tenir face à plusieurs boîtes qui proposent du Dolipar et qui gèrent du Dolipar. Donc ils ont quand même à l'intérieur, même en interne, ils ont réussi à garder un petit peu cette posture d'éditeur en se disant je propose pas la même chose, je propose pas le même degré d'accompagnement, et là c'est ce que disait Madame tout à l'heure, c'est je vais me distinguer par le service que je propose, par la connaissance que j'ai, etc. Mais effectivement, en groupement, non pas d'éditeurs, mais en groupement de contributeurs entreprises, c'est aussi un système qui fonctionne. Et après, l'étape suivante, c'est un client qui dit moi je veux un logiciel, mais je veux que ce soit un logiciel libre. Les entreprises répondaient il y a un marché de développement de logiciels libres. On n'a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Je propose qu'on passe à la suivante. présentation. Et bien, merci. Merci.